Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 32, partie 1. Entre l'hôpital et le commissariat, 10 petites minutes de marche sous une pluie battante avaient suffi pour que Malusier soit trempé comme une éponge sous un robinet. Mais le policier n'en avait cure. Il n'attacha aucune importance au screech qu'il fit en s'asseyant tout humide sur la chaise de son bureau. Il glissa une feuille dans la machine à écrire et commença à taper son rapport. Au bout de quelques minutes, toutefois, l'eau qui coulait dans ses cheveux et le froid qui le saisissait dans une étreinte de plus en plus empressée lui rappelèrent qu'il n'était pas à l'aise. Il alla donc se sécher aux toilettes, puis revint continuer sa prose. Il mit presque 2 heures pour bien détailler tous les éléments qu'il avait en sa possession. Il joignit les témoignages qu'il avait recueillis, les accompagnant de ses commentaires et de ses conclusions. Un peu après-midi, il estima qu'il avait terminé et décida de s'accorder une pause déjeuner avant de relire son travail et d'aller le présenter au commissaire pour que la machine judiciaire se mette en marche. De retour un peu avant 14 heures, il fut interpellé par le commissaire Rob avant même qu'il ne franchît la porte du commissariat. Victor, vous pouvez venir un instant, s'il vous plaît? Dans le bureau de son supérieur, où il entrait bientôt, il se trouva face à un homme d'une 50aine d'années, chevelure grisonnante, costume soigné. « Inspecteur Malusier, je suppose? Je suis Pierre Toulier, j'appartiens au cabinet du préfet. » Rob mit un terme aux civilités abruptement en expliquant que la préfecture avait une requête à formuler. Victor, qui le connaissait bien, comprit immédiatement au ton employé et au visage fermé qu'il affichait que son supérieur ne cautionnait pas ce qui allait suivre. Il laissa la parole à Toulier, qui commença par se raquer la gorge. Voilà, inspecteur. Nous avons appris que vous enquêtez sur la famille de Malène, et en particulier sur Frédéric de Malène. » Instinctivement, Malusier jeta un regard interrogateur à Rob, et Toulier se crut obligé de préciser. « Oh, ce n'est pas le commissaire qui nous a prévenus, c'est Frédéric de Malène qui nous a fait part des démarches que vous aviez eues à son encontre, vis-à-vis également de certains membres de son personnel, et plus récemment de son grand-père. » Les nouvelles vont très vite, je l'ai rencontré ce matin seulement. L'hôpital a prévenu M. de Malène après votre visite, mais peu importe. Le sujet n'est pas là. Nous souhaitons que vous cessiez immédiatement toute investigation dans ce sens. Vous essayez de m'empêcher d'enquêter sur 2 meurtres, monsieur. Pas du tout, mais je vous rappelle que le meurtrier de Lucie Ramirez se nommait Paul Vigion, et que, vu les circonstances, les assassins de Mireille Vautier étaient sans doute des soldats Vlasov et Méchy. Comment, sans avoir le moindre élément de l'enquête en main, pouvez-vous tenir de telles affirmations? En tout cas, inspecteur, vous ne pouvez pas suspecter M. Malène d'être lié de près ou de loin à ces affaires. Il a été décoré tout récemment, et à l'heure actuelle, il n'est pas question de remettre en cause la probité d'un héros. Nous parlons de meurtre, insista Malusier. Vous savez, nous allons devoir réconcilier la France quand la guerre sera finie. Nous commençons déjà. Il nous faudra bien tourner des pages et certaines sont bien plus noires que celle à laquelle vous vous attachez. Nous n'aurons pas d'autre choix si nous voulons éviter la guerre civile. Toulier se leva et s'adressa au commissaire qui avait assisté à tout l'entretien sans réaction visible. « Commissaire, ces affaires sont closes.
Puis s'adressant de nouveau à Melusier. « Utilisez vos compétences au combat de demain, inspecteur. Oubliez vos anciennes lubies. C'est un monde nouveau qui commence. Je peux compter sur vous ?» « Bien sûr !» répondit Melusier sans lever les yeux. Le représentant du préfet quitta la pièce sans rien ajouter. Victor garda le silence jusqu'à ce que Rob prenne la parole. Je suis désolé, Victor. Ne vous en faites pas, commissaire. Je comprends. Comprenez ? S'étonna Rob réellement surpris. Oui, je vous assure. Et moi qui pensais que vous n'aviez pas changé. Tout le monde change. Conclut Melusier en se levant et en quittant la pièce. De retour dans son bureau, il prit les documents qu'il avait préparés le matin et les parcourut rapidement. Il eut un petit sourire et déchira tout. Le commissaire Rob ne parvenait pas à se remettre au travail. Une colère bouillonnante gloussait de plus en plus violemment au fond de ses entrailles. Il s'asseyait, se relevait, tentait de rédiger quelque chose, en vain. Il n'arrivait pas à savoir ce qui le mettait le plus en colère. La demande intolérable de la préfecture, cette façon hautaine et déplacée d'intervenir dans les affaires de son commissariat, ou l'apathie de Melusier qu'il prenait jusqu'alors pour un battant. Voire un révolté. Sans un geste, presque sans réagir, il avait accédé à la demande. Certes, il n'avait pas véritablement le choix. Il n'aurait pas pu quitter le bureau avant d'avoir dit oui. Mais Rome avait espéré une contestation qu'il n'aurait pas manqué d'appuyer. En fin d'après-midi, une triste nouvelle lui donna un prétexte pour convoquer son inspecteur. « Entrez, Victor !» lança le commissaire lorsqu'il vit Melusier apparaître par la porte entrouverte de son bureau. « Je viens d'avoir une information qui pourrait vous intéresser. Oui. Pierre de Malène est mort cet après-midi. Un arrêt du cœur. A-t-il eu le temps de revoir son petit-fils ? Demanda Victor étrangement inquiet. Je ne sais pas pourquoi cela a une importance. Melusier hésita dans sa réponse. Oh non, pas la moindre. L'affaire est classée, n'est-ce pas ? Il se leva avant même d'avoir fini sa phrase, mais lui bondissant presque dessus, Rob l'arrêta en lui posant la main sur l'avant-bras par-dessus son bureau. Justement, je voudrais que l'on en parle. Pourquoi faire ? Nous sommes policiers, nous devons obéir aux ordres. Vous n'avez pas toujours dit cela, inspecteur. Je vous ai même connu très rebelle, déchirant des lettres de dénonciation, donnant des informations à ceux que l'on nommait les terroristes et prenant même parti dans leur combat. Cela vous a valu une médaille, si je ne me trompe pas. Je n'étais plus dans la police lorsque j'ai rejoint la résistance. C'est vrai, mais peu importe, ce que j'ai toujours aimé chez vous, c'est votre attachement à la justice. Le commissaire lâcha enfin Victor et reprit la place sur son siège. Et là, vous acceptez sans réagir quelque chose de profondément injuste. Je ne comprends pas. La résistance m'a changé, commissaire. Je me sens aujourd'hui capable de faire des choses que je n'aurais jamais voulu faire auparavant. Bah, mais alors, comment pouvez-vous accepter cela ? Victor laissa apparaître une trace d'agacement. Cela n'était pas courant chez lui. Du moins, en présence du commissaire Rob, qui ne se souvenait pas en avoir déjà décelé une. L'inspecteur frappa nerveusement avec 2 doigts le bureau de son supérieur et après 30 secondes d'un pesant silence, expliqua sans lever les yeux. « Je peux vous aider à comprendre, mais pas ici et pas maintenant. » Victor se frotta le menton. « Votre femme est toujours en vacances ? » ?»« Oui, pendant une semaine encore chez sa mère. »« Venez dîner à la maison vers 19h30. » »« Mais... » »« Faites-moi confiance comme je vous fais confiance, commissaire, et vous comprendrez. » Attendre 19h30 avait été une torture pour Jean-Claude Rob. L'attitude mystérieuse de son inspecteur n'avait pas apaisé le bouillonnement coléreux de ses entrailles. Il aurait peut-être dû refuser cette surprenante invitation et exiger de suite des explications. Mais à quel titre ? Son subordonné ne refusait pas d'exécuter les ordres. Au contraire. Pouvait-on dès lors lui demander de se justifier ? Non. La nuit était fraîche, glaciale même, et Rob ne croisa personne en empruntant la rue qui menait chez Melusier. Il frappa l'appartement de ce dernier avec 5 minutes d'avance. Élise vint lui ouvrir et le regarda avec de grands yeux tristes. Il la salua.
Elle ne répondit qu'un petit bonjour, puis disparut comme elle était venue, laissant la porte ouverte sur un couloir sans éclairage. Victor apparut au bout de ce dernier et voyant son supérieur planté sur le parlier, avec dans le dos la lumière des communs dessinant autour de lui une étrange aura presque divine, il l'invita à entrer. Le début de soirée se passa normalement. La présence de la gamine, qui ne décollait pas son père adoptif, empêcha Rob d'aborder le sujet qui le tarabustait vraiment. Il se contenta donc d'échanger des banalités, quelques anecdotes et autres souvenirs qui n'arrangèrent en rien son bouillonnement intérieur. Celui-ci prenait d'ailleurs de plus en plus l'aspect d'un ulcère nerveux. L'heure de coucher la petite fille arriva enfin. Elle avait mangé avant les adultes, s'était lavé les dents et, assise sur les genoux de Victor contre lequel elle se levait tendrement, laissait maintenant apparaître des signes de fatigue. Malusier s'excusa auprès de son hôte et accompagna la petite jusqu'à la chambre. Demeuré seul, le commissaire crut l'espace d'un instant qu'il allait exploser. Il se leva et se balada dans la pièce à la recherche de quelque chose pour l'occuper. Il fit craquer ses doigts, soupira à plusieurs reprises et lorsque Victor revint, il lui sauta dessus. « Bien, maintenant je vais peut-être enfin l'avoir, cette fameuse explication. » Malusier eut un petit sourire. Était-il vraiment nécessaire de refuser d'obéir à la préfecture? Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Non, mais cette décision est dégueulasse, tout aussi dégueulasse que ceux qui l'ont prise. Soyons lucides, la guerre n'est pas finie, et s'il est clair que le mal est dans un camp, les salauds, eux, sont dans les deux. Parfois même, ils sont terriblement forts et savent vous faire culpabiliser de vouloir la justice. Souvenez-vous des paroles de Toulier sur la réconciliation nationale. Ouais, enfin, il est vrai que si la guerre civile arrive après... Vous voyez, vous êtes d'accord. Mais ne vous y trompez pas, cette politique n'évitera pas les abus des règlements de compte, et quand la justice ne viendra pas, cela sera le royaume de la vengeance. Victor prit place à la table et d'un geste invita son hôte à faire de même. Assiette et couvert étaient mis et une bouteille de vin était ouverte. L'inspecteur en versa un verre à chacun et poursuivit. Il y a plein de choses que j'ai appris en combattant la résistance. Entre autres, qu'il y ait des adversaires qu'il n'est pas utile d'affronter de face. Vous renoncez alors et vous laissez de Malène s'en tirer. Non, commissaire. Tout va dépendre de vous maintenant. En 10 secondes, je vais me lever et quitter cet appartement. À partir de cet instant, mon avenir sera entre vos mains. Qu'allez-vous faire? Victor ne répondit pas. Il se leva, attrapa sa veste sur le dossier de sa chaise et se dirigea vers la sortie sans se retourner. Il lança. Souvenez-vous, commissaire, si la justice ne vient pas, ce sera le royaume de la vengeance. Victor Malusier marchait d'un pas décidé. Le froid, l'obscurité et l'étrange impression de solitude qui l'envahissait en traversant ces rues totalement désertes ne mettaient pas à mal sa détermination, car il faisait écho à ce qu'il ressentait au fond de son cœur. Dans chaque ombre, il revoyait le visage de Lucie. À chaque pas, il repensait au calvaire qu'elle avait subi, ou à Élise, dans sa chambre, entendant sa mère dans la pièce d'à côté. Il lui fallut un peu moins de 3/4 d'heure pour atteindre la propriété des deux Malène à l'écart de la ville. Nous étions mercredi soir et, au cours de son enquête, Victor avait appris que c'était le jour de congé des domestiques. Sans son frère, sans son grand-père, Frédéric devait donc être seul chez lui. Et, en effet, une seule fenêtre était éclairée au premier étage, donnant à la grande bâtisse l'allure d'un cyclope tapis dans la nuit, dans l'attente d'une proie. Victor arrivait au bout de son odyssée. Par précaution, et juste au cas où peu probable il y aurait eu quelqu'un d'autre sur les lieux, Malusier ne frappa pas et essaya d'ouvrir directement la porte principale. Mais celle-ci était fermée. Il fit le tour à la recherche d'un autre accès et, à l'arrière de la maison, découvrit la porte de service. Elle était ouverte. Il entra avec prudence, traversa plusieurs pièces, arriva enfin dans le hall principal et put alors monter à l'étage. Plusieurs pièces s'ouvraient dans le couloir où il arriva alors. Mais il n'eut pas de mal à repérer celle qu'il cherchait, car un mince faisceau de lumière infiltrait. Sans se faire annoncer, il entra. C'était une chambre spacieuse avec deux bibliothèques, un petit meuble sur lequel trônait une TSF flambant neuve et un large bureau face au mur opposé. Frédéric de Malène, installé sur ce dernier, occupé à rédiger un quelconque courrier, ne sursauta pas à l'arrivée du policier. Il se retourna lentement, découvrit le visage du nouveau venu, afficha un sourire un peu crispé. Je savais bien que vous alliez finir par venir. Le maître des lieux se leva doucement. Sans quitter Victor des yeux et sans cesser de parler, il se dirigea lentement vers le meuble de la TSF. Vous avez perdu, inspecteur. Je ne serai pas poursuivi, ni condamné, et j'imagine que ça doit être dur à accepter pour vous. Victor ne répondit pas. Il demeurait immobile sur le pas de la porte. Je comprends votre frustration, et je connais aussi votre détermination.
C'est bien pour cela que je m'attendais à votre visite. Nous jouons une partie d'échecs et je m'apprête à vous mettre au mat. Frédéric tendit lentement la main en direction du meuble. Malusier eut un geste de recul. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Je vais juste me servir un verre. Le policier s'aperçut alors que la radio reposait en fait sur un petit bar. De Malène l'ouvrit lentement, presque avec précaution, pour bien montrer qu'il ne préparait aucun mauvais coup. Il sortit une carafe à whisky et un verre. Vous voulez boire quelque chose? Non. Ah, je vois que vous parlez. Tant mieux. Ironisa Frédéric en se servant une rasade d'alcool. À ce sujet, vous savez que vous êtes le dernier à avoir parlé à mon grand-père vivant? Qu'est-ce que vous avez bien pu lui dire pour qu'il en meure? Il eut un léger rire. Ah, j'aurais pensé que sa disparition vous aurait affecté et que vous n'auriez pas eu le cœur d'en rire. Ouais. C'est vrai que je me retrouve seul. Sans ce grand frère qui me prenait pour l'idiot du village, sans ce grand-père autoritaire qui était aussi affectueux qu'un buisson de ronces, et avec une fortune confortable. Du moins, quand j'aurai mis la main sur le trésor des Bourbaki. J'ai toutes les raisons d'être triste. À votre santé. Il vida son verre d'un trait. Cependant, il me reste un problème. Vous. Même si vous ne pouvez rien contre moi pour le moment, vous savez, et je ne peux pas laisser la situation en l'état. Oh, je ne sais pas tout encore. Comment en êtes-vous venu là? Pourquoi et quel était précisément votre rôle? D'accord. Cela remonte à un peu moins de 2 ans, par décembre 1942, avec l'arrivée en ville de Griffendemler. Au début, nous nous sommes rencontrés pour affaires. Il négociait des contrats avec ma Syrie pour l'armée allemande. J'ai été surpris qu'un SS de son rang s'occupe de ce genre de choses. Jusque-là, nous avions plutôt traité avec des sous-fifres ou des gratte-papier quelconques. Très vite, on a sympathisé. C'est un personnage affable et qui parlait avec un français remarquable. Le 31 décembre, je me souviens de la date car c'est une journée un peu spéciale, il m'a convoqué à son bureau pour finaliser une commande. Particulier comme démarche de sa part. D'ordinaire, c'était lui qui se déplaçait. Je suis arrivé là-bas, j'ai sorti mes documents et j'ai commencé mon laïus habituel. Mais il n'était pas avec moi. Il n'écoutait pas. Il a fini par me couper. Dites-moi, Frédéric, vous connaissez bien l'histoire de votre famille? La question surprit de Malène. Il leva les yeux de la feuille qu'il était en train de lire à haute voix et se tut en regardant Griffendemler d'un œil inquiet. Je ne suis pas certain de comprendre votre question, colonel. Le SS eut un léger sourire et quitta sa chaise. Moi, je connais parfaitement l'histoire de ma famille. Chez nous, en plus, cela est toujours une source d'honneur et de fierté. Surtout quand on a une famille comme la mienne, militaire de père en fils depuis plusieurs générations. Il fit un léger silence et dans un geste rapide, il se retourna face à son interlocuteur. Savez-vous que mon grand-père était dans l'armée prussienne qui a pourchassé l'armée de l'Est française jusqu'ici, à Pontarlier? Non, mais... Peut-être a-t-il à cette occasion croisé un de vos ancêtres? C'est possible, colonel. Yves de Malène. Frédéric ne put cacher sa surprise. Ce nom, ce prénom, faisait partie de la légende familiale. On savait que ce grand-oncle avait existé. On murmurait même qu'il était mort en héros. Mais dès que l'on voulait aborder le sujet, un terrible poids s'abattait sur la famille. Pierre, le grand-père, le frère d'Yves, s'emportait souvent lorsqu'on lui demandait des précisions. « Il est mort et c'est tout !» lançait-il avec une colère qui suffisait à calmer toutes les curiosités. Frédéric eut envie de savoir. C'était mon grand-oncle, mais je n'y ai pas connu. Griffendemler regardait de Malène fixement. Ses yeux verts, agressifs et intelligents sondaient l'âme de son vis-à-vis. Son visage, fermé, froid et autoritaire, ne laissait transpirer aucune des pensées qui l'habitaient. Décontenancé, le Français chercha quelque chose à dire. Mais rien ne vint, et le silence fut une torture. C'est l'Allemand qui reprit alors l'initiative, prouvant par là même qu'il était bel et bien le maître du jeu. « Êtes-vous rancunier chez les vôtres? » Rancunier? Oui, parce que ce que je vais vous apprendre peut changer la nature de nos rapports. Frédéric esquissait une réponse, mais en fait le colonel n'en entendait pas, et il ne laissa pas parler. C'est mon grand-père qui a fait exécuter votre grand-oncle en 1871, alors que notre armée occupait déjà votre ville. Il a été arrêté avec 4 autres personnes par une de nos patrouilles très tard dans la nuit du 30 janvier, dans un endroit interdit. Il était armé et accompagné d'un militaire français. Cela a suffi à ce qu'il soit convaincu d'espionnage et fusillé. Frédéric sentit un étrange malaise l'envahir. Mélange de peur, de colère et de curiosité. Il ne laissa rien paraître. Il voulait en savoir plus et il craignait qu'une réaction trop marquée ne mette fin à la conversation. Et le SS poursuivit. Mais tout cela, c'est l'histoire ancienne.
Aujourd'hui, nous devons nous tourner vers l'avenir. L'Allemagne domine l'Europe et cette seconde partie du siècle sera la nôtre. Nous avons le pouvoir, mais il me manque la fortune et justement, Le colonel retourna s'asseoir vers son bureau. je voudrais vous proposer d'en partager une avec moi. Il laissa un temps. Avant d'être exécuté, votre grand-oncle et ses complices ont le droit d'écrire une lettre à leur famille. Naturellement, ces dernières ont été lues avant d'être remises à leur destinataire. Mon aïeul a été surprise par leur contenu. Des adieux, des mots tendres, et dans chacune d'elles, une demande particulière, étonnante, je dirais même au vu des circonstances. J'ai celle écrite par le lieutenant Falloc à sa sœur. Frédéric marqua son étonnement. Ouais, je sais, elle ne devrait pas être en ma possession, mais mon grand-père a omis de l'envoyer. Il tendit à de Maleine une enveloppe jaunie. Ce dernier en sortit deux feuilles, tout aussi marquées par le temps, et lut. Ma chère Constance, l'idée que la mort m'attend ne m'effraie nullement. Ce n'est pas que j'y sois résigné, mais je ne la crains pas. Je suis certain que je n'aurai pas le temps de voir, ni même de sentir. En revanche, savoir que je ne te reverrai plus jamais m'est douloureux. J'ai la triste impression de n'avoir pas complètement rempli envers toi mon rôle de grand frère. Depuis la mort de nos parents dans ce terrible accident, j'ai veillé sur toi du mieux que j'ai pu. Mais il te reste beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir affronter seule la vie, et je ne serai plus là pour te guider. J'aurai 3 requêtes à te adresser pour être certain que mon âme repose en paix. Tout d'abord, veille à ne jamais rien faire de mal, à toujours être juste et droite. Ensuite, pense à moi souvent et parle de moi à tes enfants. Enfin, je t'adresse par la présente les paroles et la mélodie d'une chanson que j'aimerais que tu apprennes à Marie, notre cadette, et que vous la transmettiez à vos descendants. En l'écoutant soigneusement, en te souvenant de nos souvenirs d'enfants, de nos codes, elle sera pour toi tel un trésor. Je t'aime, ma chère sœur. Ne m'oublie pas. Jacques Valoc. Frédéric posa la première feuille et regarda la seconde. À son sommet, une partition avec quelques notes, et en dessous, les paroles d'une chanson appelée « La complainte des Bourbaki ». Le jeune homme les lut rapidement et ne remarqua rien. Il jeta un regard interrogateur au SS. Les 5 lettres avaient la même demande concernant la chanson, Expliqua ce dernier. mais à chaque fois, les paroles étaient différentes. Sans doute les prisonniers avaient-ils espéré qu'ils seraient contrôlés par des personnes différentes avant d'être envoyés. D'ailleurs, ils ne les avaient pas vendus en même temps. Mais mon grand-père en a lu 2. Il a remarqué cette différence. Au départ, il n'y a pas attaché d'importance. Ce n'est que quelques jours plus tard, alors que nos troupes se repliaient après la victoire, qu'il n'était déjà plus dans la région, qu'il a appris pour le trésor. Le trésor? Avant la défaite, le gouvernement français a envoyé à l'armée de l'Est une grande quantité de lingots pour les mettre à l'abri des appétits de mon pays. Il se trouve que cet or m'est jamais arrivé en Suisse. C'est que... D'un geste de la main, Griffendemler l'invita à se taire afin de poursuivre lui-même. Toutes les lettres avaient été distribuées, sauf celle du lieutenant Valoc. C'était en effet le seul qui n'était pas du coin, et mon grand-père n'avait pas eu l'occasion d'envoyer un de ses hommes la remettre en main propre à la famille. Il l'a relue et commença à penser que la chanson était juste un code pour trouver où était le trésor. De passage à proximité de Paris, il en profita pour enquêter sur la sœur de Valoc, et son premier sentiment devint alors une certitude. Le lieutenant n'a jamais eu de cadette appelée Marie. Et il apprit qu'enfant, avec Constance, ils avaient un code qui leur permettait de s'écrire des lettres sans que personne ne les comprenne. Et vous connaissez ce code? Oui, Il y eut un silence. Frédéric était en train de comprendre. Qu'a fait votre grand-père ensuite? malheureusement, il n'a pas eu le temps d'aller plus loin. De retour en Allemagne, il est mort l'année suivante. Pour ma part, j'ai appris tout cela il y a quelques années, en fouillant dans une vieille malle qui avait été abandonnée dans le grenier de notre maison familiale. L'Allemand, empreint de gestes de nervosité qu'il semblait avoir de plus en plus de mal à contrôler, se leva et fit les 100 pas dans le bureau. Je suis sûr que tout cet or dort quelque part dans les alentours. J'ai fait des recherches. Il n'est jamais réapparu. Qu'attendez-vous de moi? Griffendemler eut un sourire.
je ne parviendrai pas seul à trouver cet or. En revanche, si nous unissons nos forces, À suivre.